Aujourd'hui, le squad, on est sous le soleil de Marseille en présence de Ludovic Collet, préparateur mental en psychologie du sport, coach Ikigai et poète. Pour la petite backstory, on s'est rencontrés au sein de l'Olympique de Marseille la saison passée. Et Ludo, je connais ton approche singulière. Si tu devais te présenter de manière poétique, que dirais-tu? Alors, je partirais sur mon prénom Ludovic pour dire que je suis quelqu'un d'authentique et qui va avancer dans le stratégique et vraiment dans la part de ludique. Et aujourd'hui, on va l'apporter avec Maxence et donner vraiment plein sens à ce podcast pour prendre du plaisir. Trop cool, trop cool. J'aime beaucoup cette approche-là. Je sais que tu mets, bien évidemment, tu l'as montré par cette petite présentation poétique, tu mets vraiment de l'importance sur le sens des mots, l'étymologie. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons, d'une part, mais surtout comment toi tu l'incorpores dans ton suivi et ton consulting en préparation mentale? Alors, comment je l'aborde? Parce que pour moi, quand on va se rencontrer, on va commencer à parler ensemble. Il y a une communication qui est vocale, verbale, par le visuel, par l'auditif. Vraiment, on va solliciter vraiment l'intelligence multiple. Et les mots, pour moi, ça a tout son sens parce que c'est le mot bonjour, merci, c'est du respect, c'est dans mes valeurs. Et quand on accorde des mots à ces valeurs-là, et bien quand il y a un échange, il y a un respect en toute humilité. Et comme les jeunes, comme on a pu les rencontrer ensemble à l'Olympique de Marseille, c'est vrai qu'on commence à parler, ils se livrent à nous. Et ces mots qu'ils délivrent, pour moi, c'est comme en ouverture d'un livre, et puis ensemble, on écrit un chapitre. Ouais. Et tu dis que ces jeunes, ils se livrent à nous, c'est très vrai. Et moi, je trouve qu'il y a une... tu vas me dire ce que tu en penses. Toi, tu avais aussi la singularité d'amener les joueurs pour les imageries, pour les rendez-vous médicaux. Et il y a une particularité de la voiture, c'est qu'on n'est pas face à face, mais l'un à côté de l'autre. Et je pense que ça te permet d'avoir des informations et justement une certaine authenticité dans les propos, notamment des jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai que ce rapport de confiance, en étant responsable du centre d'hébergement à l'Olympique de Marseille, il y avait un lien de proximité au quotidien, autant dans les chambres qu'au repas, que dans l'accompagnement aussi vers vous, comment aller se présenter le rendez-vous. Et de partir ensemble sur le chemin, c'était on y va droit ensemble et accompagner. Donc le côté épaulé aussi, cette présence aussi de soutien et de ne pas faire pour eux, mais vraiment avec eux et apprendre ces démarches-là. Et puis eux, ils vont vraiment à la quête de réponse parce que leur corps, c'est leur outil du quotidien. Et là, il y a multiples points d'interrogation. Et là, dans la voiture, il y a des interrogations. Et moi, j'ai amené des conseils, des petits outils, des petites clés, mais à eux de mettre la clé vraiment dans le contact, comme dans la voiture. Et d'apprendre encore plus sur eux-mêmes et d'être relais avec vous aussi. Ok. On parlera de cet aspect de blessure parce que c'est en partie pour ça que tu faisais les déplacements. Mais pour autant, j'aimerais juste déjà qu'on revienne sur l'aspect coach Ikigai. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est et pour quelles raisons tu l'as associé à ton suivi en préparation mentale? Alors, cette formation de coach Ikigai, je l'ai vécue après ma formation en préparation mentale. Donc la préparation mentale, j'ai déjà fait le constat quand j'ai commencé à travailler à l'Olympique de Marseille en 2010, c'est qu'il n'y avait pas cette approche au niveau de la sphère mentale et du bien-être du sportif. Et donc il y avait tout ce qu'il fallait au niveau du médical, comme toi tu peux le connaître, au niveau des coachs aussi, du staff technique, au niveau de la scolarité, tous les ensembles. Mais après, on ne s'intéressait pas à comment vit le jeune dans les cycles de la saison. Donc j'ai fait cette formation et après je voulais la chercher encore plus loin. Donc je me suis intéressé un peu à la PNL, la sophrologie et l'ikigai pour moi était un élément révélateur parce que si on prend la terminaison de iki qui veut dire raison et gai être, sa raison d'être, qui je suis dans mon projet éventuellement de footballeur professionnel ou sportif de haut niveau, comment j'ai envie de me réaliser. Et pour moi quand j'accompagnais un jeune au centre de formation, c'était pas que le joueur, c'est un humain avant tout. Et qu'est-ce qui le passionne? Il n'y a pas que le foot, il y a des artistes, il y a des sportifs, il y a des créateurs, il y a plein de types d'individus et j'ai vraiment cherché au profond dans la personnalité. Et justement, comment tu faisais pour creuser les choses? Parce que si tu prends l'ensemble des joueurs de l'Olympique de Marseille et notamment au centre de formation, je pense que la majorité, si ce n'est tous, vont te dire en fait Ludo, moi je suis joueur à l'Olympique de Marseille ou je suis défenseur à l'Olympique de Marseille ou je suis attaquant en U19 à l'Olympique de Marseille. Mais au final, tu es resté en surface. Comment tu fais pour creuser les choses?
Bah, on prend l'exemple de la voiture. Qu'est-ce qu'ils aimaient bien faire avec leur famille. Ouais. Ou des fois, bah, je les entends avec leur musique et ils se mettent à chantonner. Et direct, je saisis le mot et je pars en freestyle derrière. Ok. Et ils me disent, mais pour de bon, tu sais poser. Et je dis, ben oui, je sais poser. Et je dis, bah, regarde mon Insta. Ah oui, tu publies des stories et tu envoies des rimes tout le temps. Ok. Et bingo, ils me disent, ah, mais t'es fort quand même là. Et le lien se crée. Ouais. Et on répondait avec leur code. Exactement. Mm. Ouais, mais je comprends en fait cette histoire de code, ça me parle beaucoup. Et justement, donc on parle de cette notion où toi tu étais à côté accompagnateur, comme tu le disais, du jeune surtout dans une période de blessure. On sait, toi et moi, que c'est une période qui est pas facile. C'est un coup dur. Enfin, c'est vécu comme un coup dur, voire même souvent comme un échec par le joueur. Comment, selon toi, la préparation mentale peut aider le joueur, le sportif, à traverser tout ça? Bah, tes mots ils sont très clairs. C'est comme un coup dur. Ouais. Et comme une coupure dans un projet. Et on te dit stop. Ouais. Et au lieu de rester au stop et rester enquisté avec ses douleurs, etc., bah, dire, on prend ce temps de stop pour se poser et tout reposer et vraiment se recentrer sur soi et dire ok, mon corps en ce moment il me fait mal. Il s'est passé ça, ça, ça. Et ben, pour moi, est-ce que c'est un échec ou une expérience? Et cette expérience s'en nourrir pour continuer à grandir. Ouais. Parce qu'on sait que tout chemin de sportif, à un moment donné, il y a un stop, il y a une blessure. Et ben dire, voilà, ce moment-là, je le prends, il peut être négatif. Ben ce verre-là, je vais le remplir dans le positif et trouver l'énergie pour travailler des fois sur des parties du corps. On ne prend pas le temps. Ouais. Et puis tu connais aussi la réathlétisation aussi. Bien sûr. On remet toutes les gammes en place pour vraiment retrouver l'alignement entre corps et esprit. Ouais. Et bien évidemment, ça me parle beaucoup. Moi, j'aime bien dire, sur l'aspect athlétique, dire aux sportifs que ça lui permet, comme tu viens de le dire, de travailler sur certains aspects dont il n'a pas forcément le temps en saison de travailler dessus. Et puis, on connaît les calendriers dans le football qui sont incessants. Ce n'est pas comme dans certains sports où il y a des périodes de développement qui sont longues parce que les périodes de off-season sont longues. Dans le football, ce n'est pas comme ça. Et d'une certaine manière, parfois, je me pose la question si la blessure n'intervient pas aussi chez le footballeur notamment, mais on peut bien évidemment digresser sur d'autres types de sports, parce que soit le corps dit stop pour une raison peut-être personnelle, etc., mais peut-être aussi parce qu'il a besoin de se développer sur d'autres aspects. C'est ça, et puis tu l'expliques aussi clairement, parce qu'il y a les matchs quotidiens qui s'enchaînent, les entraînements qui s'enchaînent, la scolarité qui peut arriver aussi, avec des épreuves aussi comme le baccalauréat. Ouais. Donc cette charge mentale qu'il peut y avoir, et à un moment donné, le corps, c'est comme un tableau, et ça disjoncte, boum, il commence à disjoncter, il y a un point d'alarme, et comment on va aller soigner ce point d'alarme? Ouais, et en plus de ça, je trouve que c'est compliqué pour eux, parce qu'il y a cette notion de double projet qui n'est pas évidente pour eux. Tu as parlé notamment du baccalauréat. On voit que même si certains sont dans la négligence et la nonchalance plutôt dans le parcours scolaire, pour autant on voit quand même que c'est quand même quelque chose qui reste forcément en sourdine à minima. Et on ne peut pas, à mon sens, et d'ailleurs j'en avais discuté avec Raphaël Oma, qui est un préparateur mental également, qui me disait que en fait, le stress, il s'associe. Le stress athlétique, physique, le stress mental, le stress psychologique, etc. Tout ça va finalement dans le même endroit et on ne peut pas les dissocier finalement. C'est ça, et puis c'est des adolescents, des jeunes adultes, donc il y a la connaissance de leur identité, de leur parcours, et puis des fois les schémas aussi de leurs parents, des séparations, des contextes, séparation famille monoparentale, séparation aussi géographique. Quand tu vois des jeunes qui peuvent quitter leur domicile qui a des milliers de kilomètres et de voir leur famille que 2 fois par an et quelques jours, c'est vrai que le quotidien il est perturbé. Putain. Ouais, et moi franchement, à chaque fois que je travaille en club pro et notamment avec les jeunes, j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que comme tu l'as dit, c'est des jeunes qui sont en création pour devenir adultes. On sait à quel point c'est difficile pour toute personne finalement, c'est une période qui est quand même délicate. Et eux, on leur rajoute
une voire deux choses. La première, c'est de déjà être dans un processus d'apprentissage d'un métier qui n'est pas certain. Donc, niveau chaotique, on est vraiment au summum. Qui plus est, pour certains d'entre eux, et tu avais une place vraiment très importante pour cela avec ton poste, c'est de travailler avec des joueurs qui, pour certains, ne voyaient pas leurs parents, peut-être que, comme tu le disais, 2 fois dans l'année, et justement d'être obligé de se construire dans un environnement qui n'est pas le leur, et parfois même qui n'est pas dans... Ils ne sont pas dans leur pays, quoi. En plus. Et c'est vrai que l'anecdote que j'ai pu avoir, c'est pouvoir rencontrer un joueur qui venait de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et donc quand il arrivait, donc anglophone, la barrière de la langue, pas du tout les mêmes codes, etc. Et finalement, c'était une richesse pour se dire, boum, comment on peut faire, comment on fait avancer les choses et comment on peut trouver du plaisir à découvrir une nouvelle culture. Il y a un match. Bonjour, vous allez bien? Oui, Bonjour. De retour sur un autre cours, parce qu'on a été dérangé par Rafael Nadal et Roger Federer. Mais bref, on va rattaquer. J'aimerais en fait revenir sur une discussion qu'on a eue qui m'a marqué. Parce qu'en plus de ça, je savais que tu avais raison. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Vas-y, dis-moi. Non. Il y a tellement d'échanges. J'avais échangé avec un joueur, il me semble, pour lui expliquer un petit peu quel était le process de réathlétisation qu'il aurait. Et j'ai fait l'erreur de parler à la négation. Ouais, ok. Et tu m'avais chopé par derrière, après, et tu m'avais dit, ouais Max, je pense que tu pourrais dire plutôt les choses comme ci, comme ça. Et je savais que tu avais raison, et ma mère me tirerait les oreilles si elle le savait, parce que c'est elle qui m'avait sensibilisé à ça. Et j'aimerais que tu nous en parles. Ouais, c'est vrai que dans notre langage quotidien, on peut être dans ce mot-là, on dire, cette blessure-là, c'est pas grave. Et aussitôt, le cerveau, la négation, il ne retient pas, et c'est grave. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ah bah, il y a souci. Et le jeune, comment il va l'interpréter? Déjà qu'il est dans une phase d'introspection, il se dit « Oh, ça va être difficile ce que je vis ». Et boum, si on l'envoie dans ce chemin-là, plus complexe. Ouais. Et merci de me rappeler, parce que c'est vrai que tellement d'échanges et le partage. Ouais. Comme vous, au niveau de la sphère médicale, il y a plein de petits conseils qu'on pouvait entendre, dire « Ok, ça je le prends, je l'ai sous le coude ». Et si le jeune il me pose des questions, rappelle-toi, Maxence, il m'a dit ça. Tu as tel programme, tu as telle chose. C'est pour toi. Mais tu vois, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'effectivement, comme on l'a dit avec les joueurs, notamment ceux qui étaient au centre, il y avait une véritable continuité. On sait que même si on est en centre de formation et que les jeunes, on ne les a pas juste 2 fois une demi-heure dans la semaine, comme c'est le cas pour les sportifs amateurs, pour autant, on ne les avait pas toute la journée. On les avait 1 ou 2 fois quelques heures dans la journée, ce qui était déjà pas mal. Mais il y avait aussi toute la partie en journée et même nocturne. On sait que ce n'est pas toujours évident pour les joueurs. Et toi, tu avais cette approche-là qui était singulière et qui, en plus de ça, il y avait des retours perpétuels. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié au sein de l'Olympique de Marseille, en fait. C'est vrai que moi, c'est venu de ma nature aussi, de mon parcours d'éducateur sur les quartiers et d'habitude d'aller faire du aller-vers, d'aller à la rencontre. Et c'est vrai que moi, l'une des premières choses, si le planning le permettait aussi, parce qu'il y a tout le temps des imprévus dans le monde professionnel, c'est de dire j'arrive, je prends les infos et je vais faire mon petit tour, je vais à la sphère médicale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tel jeune, ah oui, je l'ai vu hier soir, il avait la tête sous l'oreiller et franchement, il faut qu'on prenne le temps de vraiment en bienveillance glisser les choses et quitte à le voir ensemble. Et c'est vraiment pour moi un travail de collaboration d'une sphère vraiment compétente. Ouais, carrément. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ces jeunes-là, ils ont des codes. Ils ne sont pas de notre génération. Aujourd'hui, cette génération-là, elle a aussi des attentes. Quel est ton regard finalement sur cette génération qu'on appelle Z, qui sont finalement les adultes de demain? C'est vrai que c'est des adultes de demain qui sont comme des éponges, parce qu'ils sont tellement dans le monde virtuel, avec leurs codes, avec leur représentation qu'il peut y avoir dans le virtuel, comment telle personne elle se comporte, etc. Et avec nous, ils sont vraiment dans l'humain. Et ce que nous aussi on peut dégager avec notre façon de parler, et tout à l'heure je l'ai abordé aussi par rapport au texte qu'il peut y avoir dans les chansons, dans le hip-hop, etc. Il y a des mots pour nous, à notre oreille en tant qu'adolescent, on aurait pu être choqué, mais là il y a une vulgarisation des mots, etc. qui sont passe-partout. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que là ça prend du temps avec eux,
et de se dire, bah ouais, qu'est-ce que tu vois derrière ce mot-là? Moi, je vois pas la même chose. Ok, on peut en parler ensemble. Et toc, on met les choses comme notre génération. Et la génération Z, on vient vraiment s'accorder. Ok. La relation joueur-coach, de manière très globale, hein. Quand je dis coach, c'est vraiment, je nous inclus dedans. Elle est hyper importante. Et on a parlé un petit peu de cette notion de créer du lien. Quelles sont, toi, tes astuces? Tu as parlé de la voiture ou ce genre de choses, mais d'autres types d'astuces que tu pourrais donner pour créer du lien avec ces jeunes de la génération Z? J'ai l'image qui me vient en tête avec un jeune d'origine ivoirienne. Ouais. On se retrouve au moment du repas. Et il y a eu un gros travail aussi, le repas avec une nutritionniste Ashraf par exemple. Et je voyais sur quel chemin il voulait les amener. Mais des fois, il y a cette rigueur, discipline de bien manger, penser à son corps. Alors que pour moi, la base, la nourriture, c'est le plaisir. Le plaisir de ce qu'on peut manger. Et dans l'assiette, on se met à discuter. Et vraiment, il avait la tête dans l'assiette, mais pour de bon. Et je le regarde, je dis, regarde dans ton assiette, c'est quelle couleur? Et il me dit, de quoi il va me parler encore, c'est pas possible. Et là, du vert et du orange. Je dis, ça te rappelle quelque chose, ces couleurs-là? Le drapeau de mon pays. Aussitôt, le smile. Parce qu'il y a un ancrage émotionnel par rapport à ses valeurs. Ouais. Et c'était des petits jeux que je pouvais amener. Et je partais dans leur délire aussi. Et ils me disent, ouais, Ludo, c'est du costaud, mais où tu nous emmènes, c'est pas possible. Mais c'est dans la vie, dans l'humain et dans le plaisir de la vie. Ouais. Et c'est vrai qu'un tips aussi que je partageais, un joueur aussi tu l'as vu aussi au niveau médical, il se blesse avant le match contre le PSG en Gambardella, grosse blessure, la veille, déchiré de chez déchiré. Et j'allais pas chercher plus loin dans l'échange, c'est juste un petit rappel chaque jour. Souris à la vie elle te sourit. Et quand on a joué la finale Gambardella, après voilà, l'ancrage était là. Il a fait un super match et la patience, la résilience. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est jeune, mais même parfois même peut-être moins jeune, mais on a l'impression que des finales de Champions League, on en joue un peu tous les jours. Et au final, on se rend compte que parfois, il va y avoir un match qui va être certes important, mais de louper celui-ci pour pouvoir t'assurer une continuité dans ta saison, t'arrêter avant que la blessure ne soit trop grave et que tu puisses t'arrêter 1 ou 2 semaines pour pouvoir ensuite enchaîner les matchs et être là au momentum, notamment lors des playoffs, des finales, etc. C'est quand même beaucoup plus important. C'est ça, mais quand à l'instant T, c'est vraiment une génération, tu parlais de génération Z, de consommation sur l'instant T. Et ouais, je veux m'acheter ça, j'ai l'argent, je vais m'acheter. J'ai l'argent, je peux m'acheter, je me fais plaisir. Et je comble, c'est un effet pansement. C'est comme si tu mets un strap et puis dessous il y a encore la blessure. Qu'est-ce que tu viens soigner? Rien du tout. C'est du fake. C'est que du fake, exactement. Voilà, donc cette génération elle a besoin aussi d'aller travailler en profondeur. Et en fait, comme on l'a dit, c'est des jeunes joueurs qui aspirent à monter les échelons jusqu'à atteindre à minima, on va dire, un groupe professionnel. Et même, il y a chaque échelon, finalement, quand tu es U17 et tu joues U19, c'est un échelon. Quand tu es U19 et que tu joues en réserve, c'est un échelon. Et on sait que ça change la donne. D'un point de vue physique, très clairement. Parfois technique, ça va plus vite. D'un point de vue mental, c'est pas du tout la même chose. Tu peux passer de leader dans ton groupe à un simple joueur qui vient sur la pointe des pieds dans un autre. Et d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Je trouve qu'il y a des joueurs qui arrivent à conserver un peu leur statut en changeant de groupe. Comment toi tu perçois ces choses-là? Tu vois, ce que j'ai envie de partir, moi, c'est vraiment sur l'estime de soi-même et la connaissance de soi-même. Parce que comme tu dis, voilà, tu peux être joueur cadre en U19 et finalement, tu vas avec les pros, tu fais juste du sparring. Et tu es là sur le terrain, ok, tu bouges avec le bloc, mais tu es un individu lambda. Et là, tu perds de sens. C'est toute la construction et puis dire, voilà, qu'est-ce que ça vient t'apporter? Viens réfléchir sur toi et tu repars sur un point de zéro, comme nous, on peut le voir aussi. En tant qu'individu, et sur ce point-là, tu vas repartir de 0 ou de 2 et boum, quel objectif tu as envie de te mettre derrière? Et va aussi chercher à célébrer ses réussites. Parce qu'on l'oublie, on se dit, finalement, j'ai fait quoi? J'ai mis la tenue et puis j'étais avec eux. Il m'a même pas regardé, il m'a même pas calculé le pro. Oui, mais finalement, c'est pas une réussite. C'est pas ce que tu venais de chercher. Et si.
bah, va chercher les choses. Exactement. Parce qu'il t'a pas calculé, mais en même temps, c'est à toi d'aller chercher les choses. C'est normal que lui, il ne te calcule pas. Et d'une certaine manière, c'est peut-être pas forcément perçu à l'instant T comme ça par le professionnel, parce que bon, c'est un joueur qui parfois est très jeune. Et on sait aussi le fonctionnement de l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. Mais pour autant, bah, en fait, le jeune, il est là pour le sortir, hein, le professionnel. C'est ça. Donc, bien évidemment, il y a une notion qui pourrait être dans l'accompagnement et souhaiter la bienvenue à un joueur. Mais finalement, surtout dans un cas où il est juste là en sparring, bah, c'est à lui d'aller chercher plus loin et plus. Et quand tu dis aller chercher plus loin et plus, je l'ai vu avec un jeune joueur U17 qui était un peu en doute en tant qu'attaquant. Je lui ai dit, mais regarde, on mange le réfectoire, il y a le meilleur buteur de l'équipe réserve qui est là avec toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le voir, d'aller lui demander des petits conseils, etc. Lui aussi, il passe par des phases de doute, etc. Ouais. La porte est ouverte. Et non, parce qu'il y a des barrières, des codes, je suis telle catégorie, etc. Mais je dis non, vas-y, et tu trouveras de réponse. Et la personne va t'accueillir aussi. Il va être content que tu viennes le solliciter. Ouais. C'est comme tu envoies une passe D. Ouais. Mais justement, dans le football et dans le sport de haut niveau de manière générale, on sait que cet aspect mental, il est, en tout cas à l'époque, il était mal perçu comme étant de la faiblesse. Ça reste quand même quelque chose qui est palpable, hein, je pense. Dis-nous en plus à ce sujet-là. Bah, j'ai eu l'exemple dernièrement, un athlète qui a fait 3e au championnat d'Europe Espoir et qui me dit « Cash, Ludo, tu m'aurais sollicité il y a un an, je t'aurais dit non. Je n'étais pas prêt. Pour moi, le prépa mental, c'est un psy. Je n'ai pas envie d'aller m'allonger ou de m'asseoir à côté de toi et puis déblatérer ma vie. Ça m'appartient. Ouais. » Et finalement, bah, on fait la première séance ensemble. L'anamnèse, on pose les choses et il me délivre, mais tout sur un tapis, avec un cadre. Voilà, libre adhésion. Si on va jobber ensemble, on job ensemble. C'est dans la réciprocité. Je ne suis pas là un forceur pour vendre du rêve. Et lui aussi pour dire, bah, non, j'y vais parce que mon coach ou mon parent m'a dit d'y aller. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment une relation de confiance et un lien. Et après, la confidentialité. Ouais. Des choses comme on pouvait le voir au niveau médical, que le joueur lui me partageait. Je n'étais pas en mesure de vous le partager, mais le dire vraiment de façon concise pour faire comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Ouais. Voilà. Il se pose un problème dans la famille. Je ne vais pas dire le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est fragile à ce moment-là. Ouais. Donc, on met les choses tranquillement pour arrondir. Nous, forcément, on était attentifs à ça. Mais si le joueur il est sur le terrain, on peut faire peu de choses que juste être vigilant. Est-ce que tu voyais que tu avais du répondant et de l'écoute de manière globale, hein, j'entends sans citer de nom, au niveau du staff technique? Ouais, franchement, quand on l'a vécu l'année dernière ensemble, j'avais des relais. J'avais des relais et cette lecture pluridisciplinaire, pour moi, il y avait une alchimie qui était avec certaines personnes, toi, et on était sur la même longueur d'onde. Les infos étaient passées et le relais se faisait autant avec le coach. Ah ouais, bah en ce moment, dur. Oui, bah nous aussi, on le voit sur le terrain, c'est dur. Il pète les plombs pour rien. Ouais. Je dis, bah oui, au centre, il est introverti. On lui dit un truc, mais ça va dégoupiller. Et donc, bah, c'est comment laisser passer l'orage et voilà, retrouver les éclaircies derrière. Mais un travail d'écoute et trouver l'instant T où le jeune a envie de parler. Parce que des fois, il se verrouille chez lui et c'est pas le moment. Et après, j'avais le lien aussi avec les parents. Dire, ok, vous avez compris? Bah oui, nous aussi, il ne nous appelle plus en ce moment. Ouais. Pourquoi? Ah oui, il est plus titulaire, il vit mal, ou il se pose des questions, c'est la fin de saison, je ne vais pas te garder au club. Donc là, l'horloge tourne très très vite. Comment tu as géré les choses avec les joueurs qui n'étaient pas conservés? Bah, comme il y a déjà un lien qui était vraiment instauré depuis le début de saison, et puis bah, moi avec cette disponibilité en disant, je comprends en ce moment c'est difficile, si on peut en parler en ce moment-là, je suis disponible, la porte est ouverte. Donc soit il venait au bureau, on partait d'une histoire sur un truc à dysfonctionnement, puis finalement il se posait, il prenait une demi-heure et puis il lâchait prise. Et, bah, comme on disait au début, voilà, c'est une expérience que je suis en train de vivre, bah, comment je peux rebondir derrière? Et maintenant je suis encore en relation avec des joueurs qui sont partis dans d'autres clubs, dans le nord de la France, etc. Et ben, ouais, les codes ils sont là. Ouais. Et un respect et puis une disponibilité, bah, des fois c'est 2-3 mots tout simplement. Salut, comment tu vas? Moi aussi. Ah là c'est dur, ok. Tu te rappelles, tu as charbonné quand tu étais à l'OM. Bah, tu as des bagages, tu as des fondations, bah, utilise-les pour encore aller plus haut. Ouais, parce que justement, moi pour avoir connu les deux Olympiques, il y a des différences
mais il y a des choses quand même qui se rapprochent et pour autant qui sont encore plus exacerbées dans un club comme l'Olympique de Marseille. Et je pense que ça parlera à tout le monde, c'est ce côté pression. C'est des clubs qui font partie des plus gros clubs de France, voire même d'Europe. Et donc il y a une attente qui est beaucoup plus importante que dans d'autres clubs où on a plus le temps de se former, plus le temps de se développer en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et parfois je me pose la question si certains joueurs se retrouvent dans des gros clubs comme ça par capacité technique au début, mais qui n'ont pas forcément le bagage pour être un footballeur dans ces clubs-là, que ce soit physique, que ce soit mental, d'un point de vue très large. Et pour autant, ils auraient peut-être la possibilité, et ça se voit chez certains, à réussir à vivre de leur sport dans un autre club. Ben, c'est pour ça que toi, l'approche au niveau du mental, je le vois sur des joueurs comme à l'OM ou d'autres joueurs que je peux accompagner, qui ont subi des échecs mais à l'étranger et qui reviennent en France, et ben, arriver à tout désencoder par rapport à ce parcours, ce vécu, qui restait vraiment ancré. Puis là, c'est cadenassé, parce qu'on n'a plus envie d'en parler, parce que c'était un échec et je le vis très mal, tout ça. Et après, j'ai des outils comme l'EFT, l'Emotional Freedom Techniques. On va libérer les blocages qui sont là. Et c'est comme quand le corps il dit stop, le muscle n'a plus envie de fonctionner, il n'a plus l'oxygène qui est dedans pour toutes les cellules. Là, j'ai des outils aussi, et par l'imagerie mentale aussi, pour aller chercher et puis accompagner au mieux. Ok. L'EFT, très rapidement, tu peux nous en parler? Donc là, c'est vraiment une technique au niveau des méridiens chinois où on va venir tapoter sur différentes sphères du corps pour libérer tout ça. Et en même temps, il y a des écrits pour dire voilà, j'ai vécu ça, et pourquoi je l'ai vécu, et vraiment se recentrer sur soi avec vraiment cette cage qui est à l'intérieur, boum. Et là, je vois actuellement une personne qui est sur une reconversion en tant qu'ostéopathe. Elle a vécu un burn-out en tant qu'infirmière. Elle est arrivée aux évaluations d'ostéopathe, elle est bloquée. Parce que en tant que directrice adjointe d'une structure, elle est bloquée sur les dossiers de subvention, etc. Ce réflexe, boum, je ne peux pas écrire, j'arrive, je ne peux plus. Et finalement, elle a débloqué et maintenant, elle a des super notes, 16, 17, etc. Elle est en train de vraiment développer son plein potentiel. Et ce que je peux dire aux joueurs, je dis, ce que vous emmagasinez ici dans votre parcours, c'est une richesse aussi pour votre projet professionnel. On voit Lucas Gentil, l'analyse vidéo de la réserve, que j'ai accompagné à l'internat, qui était joueur, qui a fait son chemin, qui est parti à l'étranger, etc. Et puis maintenant qui est analyse vidéo, OM, Comores, tout. Donc au lieu d'être focus sur le problème, voir les solutions. Ouais, parce que d'une certaine manière, Lucas, aujourd'hui, peut-être qu'il est plus épanoui dans cette vie-là qu'il l'aurait pu l'être dans le monde professionnel du football, qui est un monde qui est quand même très particulier quand on est joueur. C'est ça. Et lui, toi, on est vraiment son ikigai, la passion de la vidéo, travailler avec les outils, etc. Ses compétences, et puis qui sont en lien avec sa passion qui est le sport. Et boum, l'ikigai, il est là. La société, elle en a besoin. Les staffs techniques dans Need4 Sport maintenant. On voit les datas, tout ça. Et le matin, il sait pourquoi il se lève et il va être payé pour ça. Carrément. Tout à l'heure, on parlait de la Coupe Gambardella. Déjà, moi, je suis assez fier qu'on l'ait. Moi, j'estime qu'on l'a gagné, toi et moi également. Bien évidemment, on n'était pas sur le terrain, mais on a participé avec nos moyens et nos compétences, on va dire, pour accompagner ces jeunes sur cette Coupe Gambardella, qui était une coupe, je crois, depuis 45 ans qui n'avait pas été gagnée depuis, par l'Olympique de Marseille, ce qui est quand même une aberration pour un club comme celui-ci. Et je sais que tu as accompagné certains joueurs, et je pense notamment à l'un d'entre eux, sur notamment la finale de la Gambardella. Et est-ce que justement tu peux nous raconter comment ça s'est passé, nous dire comment tu l'as aidé, comment tu l'as accompagné dans la mise en place de cet événement? Ça s'est construit dès le début de saison. Début de saison, il était avec 3-4 de ses collègues près de mon bureau. Et ils n'avaient pas cours, ils avaient un entraînement plus tard, ils étaient posés, ils avaient besoin sur l'accès tranquille. Je dis les gars, vous vous ennuyez, j'ai un jeu à vous proposer. Je leur propose un jeu que je fais avec la main, et là qui est un outil super. Parce que la main, on l'utilise quand on était petit à l'école pour faire les contours de notre main sur une feuille. Et je suis parti avec eux un jeu comme ça et j'ai joué avec leur prénom. Et ils ont dit ah ouais, mais tu nous as capté, tu nous as ciblé. Et là, chaque fois qu'on se voyait l'année, etc., pourtant il était externe. Donc on se voyait sur le temps de repas et puis il plaisantait, content de se voir, tout ça. Et à un moment donné, il était dans le dur. Je lui dis viens, on se pose tous les deux et on a parlé pendant 1 heure. On a mis les choses vraiment dans la simplicité des choses. Et là, chaque tour de Gambardella passé, les tours,
les équipes rencontrées, tout ça, un peu de pression, et puis là, l'ultimatum, la finale qui arrive, direction Lille. Et là, il me sollicite, il me dit, Ludo, tu peux nous faire une séance collective? Je dis, moi, dans le respect du coach, je vais aller le solliciter pour savoir si c'est possible ou pas. Il me dit, non, non, je ne change pas la routine, tout ça. Je dis, respect, normal, je comprends. Et je revois ce joueur-là, je lui dis, bon, tu veux que je t'envoie un vocal avant ton match? Et le samedi matin, à 7 h du mat, je lui envoie un vocal sur WhatsApp de 7 minutes pour qu'il se prépare tranquillement. La finale se passe, victoire, etc. Dans l'avion, il arrête la sono, il dit, les gars, aujourd'hui il y a 2 victoires. La victoire Gambardella et ma victoire, c'est Ludo à 7 h du mat qui m'envoie un vocal pour que je sois bien pour ma finale. Et qui marque. Et qui marque en plus. Et qui marque. Et voilà, qui s'exprime pleinement et qui célèbre. Grave. Donc ouais, c'est des choses de la vie, c'est des rencontres. Ouais. Comme nous, la nôtre. Ouais, carrément. Carrément, mais je trouve intéressant, comme tu dis, qu'effectivement, il y a ce momentum au niveau de la finale, mais que ça a été un travail qui s'est construit au fur et à mesure de la saison. Et toi, il me semble que tu as travaillé aussi avec les plus jeunes à Olympique de Marseille. Donc, on voit que forcément, les clubs professionnels ont des équipes de petits, et ça grandit progressivement. Il y en a qui intègrent le club et qui restent au club longtemps, mais qui intègrent le club à partir de U7, U8, U9. Quand d'autres intègrent le club beaucoup plus tardivement, U17, U18, U19. Est-ce que toi, tu vois une différence dans les trajectoires et dans la mise en place de leur projet? Ouais, je le vois parce que quand ils se retrouvent à l'internat, il y a des jeunes Marseillais qui sont à l'internat, donc qui sont là pour des raisons multiples et variées, qui sont un choix du staff. Et eux, ils ont cette identité qui peut être positive dans le sens où ils connaissent les codes, ou qui peuvent aussi arriver à saturation. Parce qu'ils connaissent ce fonctionnement, etc. Ils sont comme dans leur cocon. Et quand il faut élargir leur zone de confort, il y a beaucoup de Marseillais, quand tu leur demandes d'aller après Aix-en-Provence, oh, je mets où les pieds là? Je ne sais plus où je suis. Eux, ça va avec le foot, donc ils peuvent partir dans tous les sens. Et des jeunes qui arrivent, qui ont 15-16 ans, qui arrivent au centre, et boum, ils se retrouvent. Plus de famille. Ah ouais, c'est comme ça, Marseille, on parle comme ça, tout. Je veux sortir, le centre est excentré, j'ai plus rien à proximité. Qu'est-ce que je fais? Comment je me déplace? Tu es comme dans une cellule. Et dans le sens d'être comme dans une cellule, c'est vrai que j'ai pu offrir des temps passerelles où il y avait des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et que j'ai amené avec leurs intervenants au centre pour comparer la vie d'adolescent. Comment je vis? Moi, j'ai été en cellule, j'ai été en centre éducatif forcé. Et toi, tu parles de prison parce que tu es en internat H24? Là, ils confrontent leur vie aussi. Ok. Et c'est très riche. J'imagine que ça, tu l'as fait avec des âges plus avancés, à 16, 17, 18 ans. Et on sait que à ces âges-là, quand tu te retrouves dans un club professionnel, la majorité du temps, c'est que tu es déjà talentueux. Comment le mental, à ce moment-là, fait la différence pour s'adapter au monde d'après? Tu vois, je partirais sur le mot talent que tu as abordé. Et là, je vais faire jouer avec les mots encore. Latent, le L et le T, tu inverses. Le talent est tout ce qui est latent. Tout ce qui est latent en toi, tu as ta base, tu as tes prédispositions à la zizou, etc. Mais après, qu'est-ce que tu vas en faire quand les épreuves, les obstacles, les changements de vie, etc., les changements d'orientation comme sur le terrain, qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Pour moi, le terrain de foot, c'est comme le terrain de la vie. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un espace où tu peux t'engager, où tu as un bloc défensif en face, et qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et pour moi, d'où l'accompagnement en préparation mentale aussi, pour travailler ses objectifs. Ok, on t'amène là, ça en ce moment. Ok, ça te perturbe. Tu as envie d'indépendance? Oui, j'en ai envie d'indépendance. Est-ce que tu as du temps pour passer ton permis? Comment tu te projettes plus tard quand tu vas quitter le centre? Tout ça qui est acheminé aussi. Donc c'est vraiment un accompagnement global sur la construction d'un adolescent qui devient adulte. Parce que comme tu l'as dit, il y a ce chamboulement où souvent ils vont basculer sur une vie indépendante hors du centre, avec bien évidemment tout ce que ça implique dans une vie de jeune adulte, de devoir se gérer en termes de ménage, en termes de courses, pour se faire manger, etc. Cet accompagnement-là, il n'est pas toujours évident finalement. Il n'est pas toujours évident et je vais partager une anecdote aussi. À un moment donné, il vient à l'esprit, c'est que des garçons.
Ouais. Il sort du centre, tu as pléthore de filles autour. Il y a le logo M, etc. Ça, c'est le succès assuré. Et je me suis dit, mais qui va aller travailler sur la prévention de la sexualité? Ouais. Et donc, j'ai vu dans mes contacts, dans mon réseau, pour faire venir une gynécologue au centre de formation. Ok. Et la fédération française, ils ont dit, mais on n'a jamais pensé à ça. Ben oui, c'est des hommes. Ouais. Ils ont des émotions, des hormones, tout ça. Il y a des choses qui se passent. Et comment ils se protègent? Pour partir, se disait, très difficile avec être à la une des journaux, etc. Donc ça a été aussi l'une des choses que j'ai pu réaliser avec les jeunes. Ouais. Et ouais, c'est hyper intelligent parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a ce décalage qui se fait. Il y a le fait forcément d'avoir, on va dire, des attraits liés au sport, liés au club. Ouais. Et forcément, ça attire des gens, pas toujours en plus de ça bienveillants. Mais c'est important justement de se protéger et c'est une protection qui me paraît essentielle. Ah, c'est clair, j'ai encore l'image de cette séance. Il y avait Bouba Camara, Ouais. qui est maintenant à Aston Villa, équipe de France, tout ça, qui avait 15 ans. Donc c'était un moment mais riche en échanges. Et dans le partage, parce que la gynécologue était très professionnelle, très bien imagé les choses, etc. Donc le dialogue était fluide. Et comme des fois, on peut avoir des tabous avec les parents pour la sexualité, et là c'était open. C'était open pour dire, voilà, ok, même si je passe là, mon préservatif, tout. Mais pour moi, voilà, c'est toute l'approche mentale. Est-ce que si tu sors et puis tu te réveilles une histoire et puis la fille elle tombe enceinte, quel poids, qu'est-ce que j'en parlais? Ça, tu le transportes sur le terrain aussi. Ouais. Tu n'es pas libéré. Clairement. Ouais. Non, c'est sûr. Tu as parlé un peu des outils que tu utilisais, le jeu de la main, le FT, l'imagerie mentale, etc. Ouais. Il y a aussi un autre jeu que tu aimes bien, c'est le jeu des compositions. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement et comment tu l'utilises pour faire avancer les jeunes? En réfléchissant, avec ma créativité, Ouais. je me suis dit, les jeunes, ils sont tellement habitués au tableau blanc, à voir la composition quand ils arrivent dans le vestiaire. Carrément. Hop, qui joue goal, qui joue défenseur, capitaine, etc. Et alors, je propose, moi, au coaché, d'être vraiment, lui, acteur de sa composition. Et j'aime bien souvent prendre la première lettre du prénom. Comme si on prend ton prénom, par exemple, Maxence. Une lettre M. Quel mot te vient à l'esprit? Ce que tu as montré, la main. Voilà. La main, pour toi, c'est quoi au quotidien? Déjà, moi, en tant que kiné du sport, ça me paraît évident parce que c'est un contact direct avec le sportif. Et je pense qu'il m'aide aussi dans le relationnel qu'on peut avoir avec les sportifs. Et puis, il y a ce truc quand même aussi dans le sport, on se check, on se tape sur l'épaule, qui fait le lien aussi en interrelation avec l'ensemble de l'équipe. Mais voilà, tu nous as amené directement sur vraiment ton potentiel. Et toi, avec ta main, tu te laisses guider. Quand tu vas masser, etc., tu sais où tu vas mettre la main sur le point où il faut aller chercher, etc. Et puis comme tu dis, voilà, la main, c'est ce qu'on va chercher. Et les opportunités, comme nous aussi, on a pu saisir, de prendre le stylo et signer un contrat, toi, avec l'OL, avec l'OM, c'est avec ta main que tu as pu réaliser. Donc, tu t'engages. Tu t'engages, un engagement. Et toi, l'engagement, c'est comme le match qui commence, engagement. Comme moi, c'est la première séance, on commence un engagement. Est-ce que tu as d'autres mots que tu voudrais me partager? Mission. Parce qu'avec ce podcast, la chose qui me paraît, la raison pour laquelle je le fais, c'est pour échanger avec mes invités, mais surtout pour le partager. Et je trouve que les échanges que j'ai, et aujourd'hui celui que j'ai avec toi, il est tellement riche que je sais qu'il peut parler à tellement de gens qu'il peut apporter peut-être que 5 minutes de cet échange, mais ça va être suffisant pour faire prendre conscience à un sportif, ah tiens, ce que disait Ludo, ça me parle, parce que j'ai cette problématique-là. Et après, il fera la démarche lui-même de se faire accompagner par toi ou par un de tes confrères. Et derrière, c'est tellement gratifiant. Et moi, je suis en mission pour me dire, je veux que l'ensemble des sportifs aient accès à cette connaissance-là, et notamment à celle que, et ils ne se rendent pas compte, nos jeunes en centre de formation ont accès à toutes ces compétences-là par les différents métiers. Et voilà, j'ai envie que ça soit démocratisé. J'ai envie de te dire M de merci, parce que tu mets les mots MOTS pour les mots MAUX et pour des mots majeurs. Et c'est comme dans une maison où tu vas rentrer, un centre médical où toi,
tu as la matrice. Mm. Et ta matrice, comme ta mission, tu l'as évoqué, bah merci la vie. Exactement. Donc voilà, c'est le M. Ouais, Le M de maman, notre maman qui nous a mis au monde, le M de Marseille qui nous a fait, qu'on s'est on nous rencontrés. rencontrait, ouais, Voilà, et à Marseille, on fait des merveilles aussi. exactement. Trop cool. Donc ouais, en général, comment tu procèdes avec les joueurs? C'est-à-dire qu'ils vont te déballer plusieurs mots comme ça et sur lesquels tu vas les orienter. Bah avec toi, ça y est, on n'a même pas fait de séance ensemble, tu vois complètement où je vais. C'est un rendez-vous, comme on fait tout de suite. Ouais. On pose les choses. T'en es où, etc. Qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien. Hop, les mots-clés ils tombent. Mm. Et moi, j'oriente la discussion. Des temps de silence, on laisse poser, on relâche. Et fin de séance, généralement, imagerie mentale. Ce que tu m'as abordé, de quoi tu as besoin de tout couper. Mm. Bah, j'aime bien faire le jeu de le M de la montgolfière aussi. Je t'en parlerai aussi. Et hop, on relâche tout, on se ressent, cohérence cardiaque aussi. Et puis maintenant, ouais, j'ai des données aussi en neurosciences qui me permettent de comprendre le cerveau aussi. Ouais, bien sûr. Et faire péter aussi l'ego, parce que l'ego, il vient nous plomber aussi. C'est pas le tout de mettre un maillot. Ouais. Et c'est comment le cœur y bat, qu'est-ce qui t'anime au quotidien, quelle énergie tu as envie de mettre dans comment tu te lèves le matin, pourquoi tu vas sur le terrain, comment tu prends du plaisir. Parce que comme tu dis, il y a un contrat, il y a des salaires, il y a des conditions. Mais s'il n'y a plus le plaisir, tu te dénatures. Parce que tu parlais d'ego, c'est comment tu arrives à jauger l'importance de l'ego? Parce que je pense que dans le sport de haut niveau, si tu n'as pas d'ego, c'est très compliqué de pouvoir t'en sortir. Ouais. Et en même temps, d'en avoir trop, je pense que ça peut vite te couper l'herbe sous le pied. Comment tu gères ça? Comment je gère ça? Bah, ça a été un travail aussi que j'ai fait pour comprendre aussi les sportifs. Il y a plein de sportifs, je me dis, ouais, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Ouais. putain, ils sont hautains ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne peuvent pas redescendre, tous, c'est des hommes comme toi et moi, toi. Et je me suis dit, ah, ok, bah, je suis parti sur le mot bad. Je me dis, peut-être qu'il y a une image de bad derrière, bad boy, etc. Et je me suis dit, bah oui, ces trois lettres, on peut les décomposer. Comme beautiful, action different. Ils ont une action différente de faire les choses et d'être leur personne, mais de vibrer avec leur cœur. Et c'est en même temps, c'est une bulle aussi, se dire, je me protège. Parce que je peux, en tant qu'attaquant, je peux me faire péter de partout. Je peux me faire péter sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Et bah, comment aussi je me mets dans ma bulle et que je grandis pour moi. Et non au regard des autres. C'est intéressant que tu parles de ces joueurs-là parce que moi je sais que c'est des joueurs que j'ai suivis tout au long de leur carrière. C'est des joueurs qui, quand j'étais plus jeune, j'étais en décalage avec ce type de personnage. Ça ne me parlait pas. Ouais. J'étais vraiment pas du tout attiré par ce type de personnage. Pareil, ouais. Et pour autant, aujourd'hui, je le comprends davantage. Peut-être aussi par rapport à ma maturité et le fait que je sois désormais professionnel dans cet environnement-là. Et en fait, je me dis que certaines personnes devraient prendre exemple là-dessus pour, d'une certaine manière, se libérer de certaines choses. C'est ça, bah, tu vois, on a eu le même regard. Peut-être que c'est notre personnalité qui n'est pas aussi démonstrative et puis un ego surdimensionné, entre guillemets, à se la raconter et tout ça. Et de vraiment être dans l'humain et d'être accessible, tu vois. Et bah, après, je l'ai compris et je le remercie parce que ça me permet de comprendre aussi les sportifs que je peux rencontrer. Se dire des fois, bah oui, lui, il s'en voit loin, etc. Mais ouais, mais son projet, il est là, concret. Et son projet, il lui appartient. Et moi, c'est de lui apporter les outils sous-jacents derrière. Parce que pour moi, des fois, il y a une carapace. Et quand je vais aller soulever les petites couches, à un moment donné, bah, le cœur, il s'ouvre. Les émotions aussi. Je vois très bien. Toi, comment tu vois l'évolution de la préparation mentale dans le sport dans les 10 prochaines années? Dans les 10 prochaines années, je pense qu'on a passé un gros cap cet été avec les JO. Léon Marchand, Thomas Samut, que je suis depuis un X temps. Et je me suis permis de poser la question à Jordan Amavi, qui était encore à l'OM cet été avant de repartir à Brest. Et comme il était à Brest l'année dernière avec Thomas Samut, je me suis dit, Jordan, comment tu as vécu la préparation mentale? Il m'a dit, mais à l'adolescence, si j'avais eu ça, je serais tout autre. Je n'aurais pas pété des câbles pour n'importe quoi, etc. Et je pense que les gens s'intéressent beaucoup plus à qui ils veulent être et comment ils s'en donnent les moyens aussi. Donc après, tout dépend, comme tu dis, c'est un effet de rencontre aussi, à l'instant T, tu peux rencontrer telle ou telle personne qui va permettre de cheminer. Et j'ai vu, moi, la semaine dernière, sur l'atelier d'écriture, j'avais des entrepreneurs, mais partant du plombier jusqu'à coach sportif et avocat, on a créé des synergies pour se retrouver en tant qu'humain avec un grand H. Et le chemin que tu as envie de donner.
Et donc, ouais, non, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et j'ai pu vivre l'exemple aussi en rencontrant des All Blacks. Ouais. Et un international All Black, tout ça. Je dis, mais vous avez le haka. Donc c'est bon, quand vous rentrez dans un match, vous êtes vraiment dimensionné, prêt à aller à l'attaque, etc. Ils m'ont dit, mais non, à 18 ans, on a rentré la préparation mentale. Et ça nous a permis de passer un gap derrière, mais monstrueux. Alors que c'est des Golgoth comme ça. Mais ouais, mais non. Tu peux aller chercher encore plus en profondeur. Ouais, carrément. Ouais, parce que en fait, le haka, c'est surtout un ancrage, je pense, pour eux. Et puis bon, c'est culturel, bien évidemment. Ok. Ludo, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Et je dirais Tiffaine Murat, mon coach en neurosciences. Ok, trop cool. Ouais. Qui a un parcours dans le rugby, etc. Et franchement, une personne très très riche qui m'a amené plein de choses. Ok. Voilà. Bon, bah génial. On la captera de ta part. Merci beaucoup Ludo pour cet échange, pour ta sagesse et ta profondeur. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Sportez-vous bien.